Bonjour. Un sujet d'une grande importance va nous préoccuper aujourd'hui, lacquer. Des découvertes récentes nous incitent à reconsidérer le rôle de ce matériau devenu omniprésent dans notre quotidien. Pour mieux comprendre ce que ce matériau a changé dans notre mode de vie, remontons dans le passé, à une époque où on n'en soupçonnait pas encore l'existence. Entrons dans la maison de nos arrière-arrière-grands-parents. En regardant leur table dressée, on est frappé par l'extraordinaire diversité des matières, des formes et des couleurs. Mais le plus extraordinaire, c'est ce qui arrivait si l'on faisait maladroitement tomber l'un de ces objets. Il était banal à l'époque d'assister à ce genre de scène, mais la découverte de lacquer il y a bientôt un siècle a tout changé. Pourtant, ses incroyables propriétés ont été mises en évidence presque par hasard. En fait, c'était l'époque où les matières premières commençaient à se faire rares, à cause du réchauffement climatique et de la déforestation, même si ça n'avait encore rien à voir avec la pénurie que nous connaissons aujourd'hui. Le pétrole, c'était l'or noir de l'époque, c'était la principale ressource en énergie, et son exploitation était à la base de toute notre industrie. Pour contrôler l'exploitation, l'État avait nationalisé Total, un des plus grands groupes pétroliers. Comme toutes les nappes connues étaient presque taries, on le cherchait de plus en plus profond en offshore, avec pour la première fois des forages au-delà de 10 000 mètres de profondeur. Et c'est là, au milieu de l'océan, que lacquer a jailli pour la première fois. Il a ensuite fallu presque 2 ans pour qu'on découvre que lacquer permettait, une fois raffiné, d'obtenir un polymère aux propriétés extraordinaires par substitution nucléophile, le polyacquer. Chauffé à 370 degrés, il acquiert, comme on le sait, une totale inertie en refroidissant. Il n'est impacté ni par l'oxydation, ni par l'abrasion, et il résiste à toutes les contraintes mécaniques. Les chercheurs de l'époque ont même dû créer un 11e échelon sur l'échelle de dureté de Ohms, au-dessus de celle du diamant. Face à la pénurie de matières premières, l'État a été forcé d'organiser l'exploitation de ce matériau et a mis en place le ministère de la sélection industrielle. Il avait déjà à l'époque pour mission de concevoir tous les objets fabriqués à partir du polyacquer, en étant conscient qu'ils risquaient d'être figés pour des millions d'années, sans que rien ne puisse les faire disparaître. Le polyacquer était si résistant que les designers de l'époque ont cherché à concevoir des objets qui consommaient le minimum de matière possible. Leurs premières recherches mettaient en évidence le fait que leur surface extrêmement fine permettait de les empiler par centaines en un minimum de place. Ces propriétés les ont poussés à imaginer des formes de plus en plus normalisées pour assurer la compatibilité des objets entre eux. Ils sont allés avec le temps vers la conception d'objets essentiels, contraints à une forme d'austérité du fait des propriétés du polyacquer. En injectant du polyacquer en couche d'1 centième de millimètre d'épaisseur, les objets étaient devenus presque totalement transparents tellement leur surface était fine. Mais du fait de la dureté de lacquer, on s'est vite aperçu qu'ils étaient dangereux à cause de leurs arêtes vives et tranchantes. Alors toujours dans un souci d'économie maximale de matière, on a conservé la finesse des parties lisses, sans danger, et on a épaissi les parties comportant des arêtes. D'où ce dégradé du bleu vers le transparent qu'on trouve sur tous nos objets et qui permet aussi de signaler leur contour. Ces objets en polyacquer ont créé de nouveaux types d'usages et d'interactions, devant associer normalisation et ergonomie. Si la découverte de lacquer nous a sauvés du désastre d'une pénurie, elle a aussi indéniablement uniformisé notre quotidien, les objets ne pouvant plus être renouvelés ou personnalisés comme auparavant. Mais avec le recul de l'histoire, nous savons aujourd'hui qu'une révolution plus majeure encore était à venir, une quinzaine d'années plus tard. Il y a 72 ans, des chercheurs en nanotechnologie du CEA ont découvert qu'en injectant le polyacquer dans un moule très lisse et sous certaines conditions de température et de pression, il acquérait alors une propriété de suprafriction, c'est-à-dire que 2 échantillons de polyacquer pouvaient glisser l'un sur l'autre sans aucun frottement. Il suffisait alors de lancer un objet en polyacquer sur une autre surface elle-même en polyacquer pour que cet objet poursuive son mouvement à vitesse constante tant qu'il ne rencontrait aucun obstacle pour l'arrêter. Les frottements de l'air devenaient alors la seule force s'opposant encore à l'inertie des objets. Cette découverte sans précédent s'approchait du mouvement perpétuel dont on a longtemps rêvé avant l'apparition de lacquer.
En plus de révolutionner les domaines du transport et de l'énergie, en supprimant les pertes d'énergie par frottement, cette découverte a totalement bouleversé la pratique des designers du ministère. Leurs recherches se sont encore une fois orientées vers l'économie de matière, qui était devenue l'obsession du ministère. En exploitant la dureté exceptionnelle du polyacère, les designers de l'époque ont pu produire une variété de fils ultra fins, toujours très résistants. Ceux-ci étaient alors mis en rotation sur une base, elle-même en polyacère, capable de les accélérer à très haute vitesse par répulsion magnétique et pouvant ensuite laisser la suprafriction opérer. Les designers ont même eu l'idée d'intégrer un filament luminescent dans certains profils. Ils puisent dans sa rotation l'énergie pour s'illuminer et émettre de la lumière. Comprendre l'origine de ces objets nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et à peut-être aussi mieux comprendre les événements récents que nous traversons avec un peu d'inquiétude. Depuis quelques années, le ministère de la Sélection industrielle a pris de l'ampleur et décidé de pousser encore plus loin son rôle en nationalisant les derniers groupes industriels privés afin de gérer totalement la production et la répartition des objets. Tout ce que nous possédons est répertorié, et il est maintenant question que tous nos objets nous soient repris à notre mort pour être transmis à d'autres. Des manifestations isolées ont eu lieu en réaction dans le pays. Quelques voix se sont aussi élevées quand le gouvernement a expérimenté les premières cellules de prison à rotation rapide. Cependant, ces réactions ne durent jamais. Les sociologues ont depuis longtemps observé une inertie des citoyens qu'ils ont attribuée au contexte d'austérité. Mais si cette apathie avait une origine plus profonde et plus radicale? Nous avons reçu il y a 2 jours le témoignage très troublant d'un neurologue dont les résultats de recherche sont dévoilés aujourd'hui pour la première fois. Il a souhaité que sa voix soit rendue anonyme. Notre laboratoire a mené depuis 3 ans une étude sur une base de données de plus de 100 000 IRM de patients adultes échantillonnés sur les 90 dernières années. Le point de départ de l'étude est l'observation d'un léger rétrécissement du lobe frontal du cerveau sur quelques IRM de patients récents. En partant de ce constat, nous avons employé des méthodes d'analyse d'images pour faire des mesures année par année. Le résultat est qu'un rétrécissement du lobe frontal d'en moyenne 6% a été observé entre les échantillons les plus anciens de l'étude et ceux d'aujourd'hui. Pour en comprendre les conséquences, il faut expliquer que cette zone du cerveau est en grande partie responsable de nos prises de décision. Son atrophie peut entraîner des changements d'humeur, une diminution de la vigilance et de la réactivité, une perte d'énergie ou encore une lenteur dans les mouvements. En étudiant les causes potentielles de cette atrophie, nous avons découvert que certains phénomènes hypnotiques produits par des pulsations rapides ou des ondulations lumineuses peuvent entraîner une baisse d'activité du lobe frontal. Ce sont des phénomènes similaires à ceux auxquels nous sommes tous exposés au quotidien depuis l'apparition des objets à rotation rapide il y a 70 ans. Devant l'ampleur de ces révélations, de nombreuses questions se posent. Est-il possible que le ministère de la Sélection industrielle n'ait pas eu connaissance de ce phénomène? Et dans l'hypothèse où le ministère était au courant, pourquoi ses membres n'ont-ils pas fait arrêter la production de ces objets? Nous avons demandé un entretien au ministre, mais son attaché de presse nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas nous répondre.